Bonjour, bienvenue chez Donut & Newman, la chaîne YouTube consacrée aux acteurs business du changement positif. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Gabriel Levon, cofondateur et vice-président senior de Insect, devenu en 10 ans le leader mondial de la production de farine d'insectes. Jusqu'ici, tout va bien, Jean-Gabriel? Jusqu'ici, tout va bien. En 2011, avec Antoine Hubert, qui écrit ce livre, Alexis Angot, Fabrice Béraud et toi, vous avez lancé Insect avec l'idée de création de fermes verticales à grande capacité pour une production à moindre coût. 10 ans plus tard, Insect est devenu le leader mondial d'une nouvelle filière alimentaire, 500 $ de financement. Et Antoine écrit « Si nous voulons réinventer la chaîne alimentaire, nous devons commencer par nourrir les animaux qui nourrissent les humains. » C'est ça, alors 500 $ de financement, on l'a fait très vite, par contre c'est 500 millions. Non. 500 millions, un petit problème de lecture. Alors, ce qu'Antoine Hubert dit de toi dans ce livre excellent livre qui relate l'aventure Insect, donc ça s'appelle Pour une écologie positive, ça va un petit peu au-delà de l'aventure Insect, manifeste d'un producteur d'insectes. Donc, ce qu'Antoine écrit de toi. Jean-Gabriel était salarié chez Schlumberger, polytechnicien. Il avait passé sa dernière année d'études à HEC, d'où un double profil ingénieur et business. C'était surtout une personnalité qui détonnait, fonceur, extraverti, créatif, conceptualisateur de génie. Il allait s'imposer naturellement comme une cheville ouvrière et un moteur de notre développement à l'origine de la plupart de nos modèles. Business plan. Ingénierie des fermes d'élevage. Démarrage de la première ferme et formation des premiers opérateurs. Conception et développement du système d'informatique industrielle. Création de la direction impact. Et j'en passe. C'est lui qui le dit. Tant de talents réunis en une seule personne. Bon, je suis vraiment ravie et honorée de te recevoir. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment tout ça a commencé? Ouais, tout à fait. Donc oui, la description d'Antoine, forcément, c'est un peu amélioratif. Moi, pour caler un petit peu mon rôle, enfin dans le bouquin, il utilise aussi à un moment une autre image. Il compare l'équipe des 4 au démarrage à une équipe de rugby. Et vous jouez tous les 4? On joue pas au rugby. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. On joue des fois à Geoffroy Paillard avec Fabrice et Alexis, mais c'est tout. Plus geek que sur le terrain, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, on avait tous des rôles un petit peu différents, quoi. Donc Alexis, c'était le chef de la mêlée. Antoine, c'était plus le neuf à piloter le jeu complet. Fabrice, il était en défense à l'arrière. Et puis moi, j'étais plutôt celui qui attrapait la balle et qui allait marquer les essais, quoi. Ok. Donc moi, mon job, ça a souvent été de construire les premières équipes. Donc, alors voilà, comme il le dit, j'ai souvent été à l'origine ou dans les équipes à l'origine des premiers modèles, des premières modélisations, de la première usine, parce que mon job, c'était un peu d'aller défricher, d'aller voir la frontière, à quoi elle ressemblait, là où on va marquer l'essai, quoi. D'accord. Et puis c'est ça qui te motive, en fait? Ouais, moi, c'est ça que... C'est ça, le défricheur. Bah, il y a vraiment des profils comme le mien, ouais, qui adorent les feuilles blanches. Il y a des profils qui sont complètement gelés devant une feuille blanche. Puis il y a des profils aussi comme moi qui, dès que la feuille est écrite... C'est ça, dès que c'est processé, ça t'intéresse moins? Alors, c'est pas que ça m'intéresse moins, c'est que je peux trouver meilleur que moi à ma place. D'accord. Donc ça a souvent été mon job dans la boîte, c'est d'écrire la première bafouille, parce que souvent c'est une bafouille. Hein. Quand je compare les process, enfin les premiers modèles que j'ai faits par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'aurais jamais été capable de sortir les modèles qu'on a aujourd'hui. J'espère que ça a évolué, oui. Ouais, non, mais c'est ça oui. qui moi m'intéresse. Qui est challengeant. C'est ce côté... voilà, je dessine quelque chose qui est un petit peu gribouillé, etc. Et puis en fait, j'arrive à embaucher des gens, puis à passer le relais à une équipe qui va en refaire, qui va reprendre ça, qui va quasiment tout virer. Ok, d'accord. C'est ça le chaînon montant. Qui va servir la base, de cette épure, quoi, pour construire la suite, pour faire mieux, pour approfondir, pour comprendre comment ça s'affine. Voilà. Mais comment ça vous a pris l'idée, l'envie d'aller élever? Parce que ça a dit ça, élever un insecte, d'ailleurs, pas des insectes, un insecte, tu vas nous raconter. Construire des fermes. Construire des fermes pour élever un insecte, pour en faire une farine, pour nourrir les animaux. À la base, c'était ça. On ne se lève pas du jour au lendemain en se disant t'es pas agro à la base. Non, pas agro. Par contre, j'avais demandé à Antoine... Antoine Lé, lui. Antoine Lé, et j'avais demandé à Antoine qu'il me donne tous ses cours. D'accord. Et du coup, j'ai lu tous les cours de l'agro pour acquérir le vocabulaire, comprendre les sujets, me renseigner, etc. Et puis après, voilà, je suis un peu à touche à tout, donc c'est des choses dans lesquelles je m'imprègne très vite et j'aime bien ça. Non, en fait, l'idée, mais je pense que c'est comme n'importe quelle aventure,
un moment, on attrape une idée qui passe en l'air et puis on la déroule. Et puis c'est la rencontre d'une idée avec une équipe aussi. Enfin, c'est-à-dire que moi, je connais aucun entrepreneur qui va vous dire que ce qui était important, c'était l'idée. Au début, ce qui est important, c'est l'équipe. Et c'est comme ça qu'on est rentré là-dedans. En fait, c'était le côté, on voulait tous une boîte qui avait du sens pour nous. C'est-à-dire qu'on voulait se lever le matin en se disant je vais faire un job dans lequel je me reconnais et que j'ai envie de faire. Ça, c'était, je pense, le point de départ un peu pour nous quatre de pourquoi j'ai envie de quitter mon job actuel pour aller monter une entreprise, quoi. Et puis après, il y a eu ce côté, petit à petit, l'interrogation du côté, c'est vrai que l'insecte, en fait, on en a partout dans le monde normal. Enfin, de moins en moins, malheureusement. Oui, de moins en moins. Mais pas dans notre système agroalimentaire. Et on s'est posé cette question-là, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Ou est-ce que en fait, l'insecte il est plus efficace que les vertébrés classiques dans l'élevage pour manger, pour s'intégrer dedans, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est parti de là, en fait, ces questions-là. Et puis après, ça a pris du temps. Antoine, c'est un grand kiffeur des insectes aussi à la base. Oui. Il est un grand observateur du monde des insectes. Exactement. C'est peut-être celui qui peut le plus dire. Alors quand j'étais tout petit déjà... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet d'insectes, j'aimerais bien qu'on démystifie un peu justement le sujet de l'insecte. Parce qu'il a un rôle dans la nature et dans l'alimentation depuis toujours. Il y a plus de 2000 espèces qui sont consommées en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Grillons, fourmis, etc., etc. Et même en Occident, le régime gréco-romain. Ouais, et nous, on a perdu ce lien avec l'insecte, en fait. Pourquoi c'est relié à une espèce de consonance un peu sale ou... Alors, on l'a perdu, mais en fait, depuis pas si longtemps que ça. C'est vraiment depuis qu'on a commencé à utiliser des pesticides de manière très forte, où là, on a eu pas mal d'insectes qui ont juste disparu même de notre savoir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait énormément, par exemple, de hannetons qui étaient ramassés, parfois consommés, rarement, mais parfois. Ah oui, c'est vrai. On a retrouvé des documents comme ça où les préfectures payaient 50 centimes de francs à l'époque pour tous les seaux qui étaient ramenés à la préfecture. Les enfants étaient employés dans les écoles pour aller ramasser les hannetons. Enfin, plein de choses comme ça qui existaient. On a retrouvé des menus entiers dans lesquels il y avait marqué dans les restaurants étoilés à Paris. Parce qu'à la base, vous vous étiez demandé si ça pourrait servir de nourriture humaine ou tout de suite la question était réglée ? On est parti de la nourriture humaine. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que c'était légalement interdit. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Parce qu'en 10 ans, on a réussi à inverser la tendance. Alors, pas que nous, parce que Insect, aujourd'hui, on est peut-être le plus gros en termes de levée de fonds, d'avancées, etc. Mais on est beaucoup dans l'industrie, beaucoup en France, d'ailleurs. En France, en Europe. Oui, tout à fait. En France, on a Innofeed, Agronutrice, Protix. C'est des collègues au niveau européen avec qui on travaille depuis maintenant pas mal d'années pour faire évoluer le cadre réglementaire. Donc ça, on a une interprofession en fait au niveau... Oui, c'est vous qui l'avez monté d'ailleurs. Oui, tout à fait. Enfin, on l'a co-monté. Vous l'avez co-monté. Et Antoine a été longtemps président d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est toi maintenant qui es président ? Non, c'est pas moi, je ne sais plus qui est président maintenant. Enfin, c'est une présidence qui tourne. D'accord, et qui fait évoluer la législation et le regard. C'est ça. Donc en quelques années, on a réussi à avoir des vraies avancées sur beaucoup de domaines. On a eu l'ouverture de l'aquaculture, on a aussi eu par exemple sur le ténébrion, donc un de nos 2 scarabées qu'on travaille, la validation des déjections comme engrais directement. Ah oui, attends, tu vas trop vite là. Enfin, je vais trop vite. Tu vas trop vite. Mais c'est vrai que l'insecte a toujours été très intéressant du point de vue nutritif, que ce soit pour nourrir les animaux, pour nourrir les humains. C'est composé de quoi un insecte en fait ? Qu'est-ce qui le rend si intéressant en termes de... C'est une protéine essentiellement ? Oui, alors en fait c'est comme n'importe quel animal. Il y a de la protéine, il y a du gras, il y a de l'eau. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ces trois parties-là. On aura une protéine principalement et on aura du gras. Donc en termes de ratio, quand on a 4 de larves, on va sortir 1 de protéine. D'accord. On va sortir 0,25, donc un quart de 1 en huile. D'accord. Voilà. Okay. C'est ça à peu près le ratio. Et le reste, en fait, c'est de l'eau qui s'évapore. D'accord. Et cette protéine, elle a quelle qualité ? Alors, il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on a continué d'en découvrir. C'est-à-dire qu'on était parti avec une base, et puis au fur et à mesure, on a pu aussi
faire de la recherche, travailler avec nos clients aussi pour comprendre en quoi notre protéine était similaire ou différente, ou ajouter encore quelque chose par rapport aux autres. Et donc là des propriétés, on en a plein. Un effet, par exemple, chez les poissons, on s'est rendu compte que chez les jeunes truites, la protéine de ténébrion, elle diminuait la mortalité des poissons. D'accord. Mais de manière conséquente. C'est-à-dire que là où un éleveur avait deux jeunes truites qui passaient les premières semaines d'élevage, il en a 3. Donc, ah oui, on c'est lui rajoute un considérable. poisson tous les 2 poissons. Donc c'est pas, D'accord. c'est pas négligeable, quoi. D'accord. Parce que, alors, dis-moi juste, en quoi c'était nécessaire en quoi c'est nécessaire aujourd'hui d'avoir des protéines de substitution? Est-ce que c'est une raison écologique? Est-ce que c'est un enjeu économique? Est-ce que c'est une question de souveraineté alimentaire? Pourquoi? C'est pas tellement de la enfin, on se rend compte que c'est pas tellement de la substitution. On vient pas remplacer. C'est plutôt, il y a un peu un double effet, quoi. C'est-à-dire que la population continue de croître. Oui, la population mondiale, oui. Oui, bien sûr. 9 milliards de personnes. C'est ça, c'est en moyenne du 5% par an. En 2050, oui. Donc il y a un vrai besoin, bêtement, de nourrir chaque année 5% de plus de bouches sur Terre, quoi. Donc il y a un vrai besoin brut de protéines. Et après, dessus, se rajoutent les crises climatiques, biodiversité, environnementale qu'on connaît tous, sur lesquelles la protéine de scarabée, enfin les protéines d'insectes, sont une vraie réponse. Donc c'est un peu le double effet, c'est-à-dire qu'il y a un effet volume et il y a un effet qualité et impact. D'accord, mais pourquoi ne pas nourrir directement les hommes avec la protéine et passer par l'animal qui va le retraiter pour qu'il finisse dans l'assiette de l'homme finalement? Alors c'est le grand débat. Moi personnellement, je pense que à la fois en termes de qualité, en termes d'impact, en termes d'objectifs, l'humain dans notre portefeuille client va prendre de plus en plus de place. Mais au démarrage, en fait, c'était déjà une question bêtement légale. On avait pas le droit. La question légale. Okay. Voilà. Là, on a le droit depuis 2021 et on est en train d'accélérer. On a les premiers produits qui sont sortis donc là, aux Pays-Bas, en Autriche. Ouais. Et c'est en train d'accélérer. Ouais, d'accord, on va en reparler. Donc de toute façon, on y va, on y est et on ira. Enfin, c'est très clair. Et effectivement, les premières mesures qu'on fait en termes d'impact relatif montre que c'est sur les marchés humains où on a le plus d'impact de toute façon avec le produit. Directement. Oui, je ne suis pas étonnée. Donc si la logique est de maximiser l'impact, et c'est notre logique, c'est vers les marchés humains qu'on va aller. Mais ça ne veut pas dire que notre solution est inintéressante pour les autres marchés et qu'il faudrait se retirer de ces autres marchés-là. Parce qu'on apporte aussi un impact. Oui, on ne se substitue pas. Mais par exemple, aujourd'hui, vous adressez, donc on va revenir sur le processus, mais vous adressez le marché donc de l'agroalimentaire en fournissant des farines pour la pisciculture, pour l'élevage bovin, pour les animaux domestiques. Bovin, non. C'est en Europe, avec tout ce qu'on a eu avec les épisodes de vaches folles, etc. Tout ça. Très clairement, on ne joue plus les apprentis sorciers avec les... En fait, les bovins, c'est hors scope, très clairement. Par contre, aujourd'hui, on a poisson, on a poulet, on a cochon. D'accord. Voilà. C'est déjà un gros scope. Les cochons, c'est ce qu'on appelle les monogastriques. Les poissons. Et puis, donc, sur le ténébrion, parce qu'on parle des insectes en général... C'est vrai qu'un bœuf ne mange pas de protéines à la base, en fait. Il ne se nourrit pas naturellement de protéines. Un bovin, si. Alors, tout le monde mange des protéines. Il y a des protéines dans l'herbe, il y a des protéines dans les haricots. D'accord, protéines animales alors, je reformule. Non, la distinction qu'on fait souvent, c'est entre... donc pour chaque animal, c'est différent, parce que chaque animal a un système digestif différent, etc. Il y a les protéines qu'on peut digérer et les protéines qu'on ne peut pas digérer. Okay. Donc typiquement, les protéines qu'on ne peut pas digérer, c'est ce qu'on appelle les fibres. Quand on dit qu'on mange quelque chose riche en fibres, c'est ça, ouais. On sait comment ça finit. Voilà, exactement, on sait comment ça finit. Il y a un exemple qu'on prend souvent pour l'humain. Il y a autant de protéines dans l'œuf que dans les haricots. Mais il y a 99% des protéines qui sont digestes pour l'homme dans l'œuf, alors qu'il n'y en a que 60 dans les haricots. D'accord, je ne savais pas du tout. D'accord. Et donc, chez les animaux avec l'insecte, c'est la même chose. Donc, chaque animal, chaque espèce, chaque sous-espèce va réagir différemment et aussi va réagir différemment aux différents insectes. Parce que quand on parle des insectes, il faut bien se rendre compte que c'est comme si on discutait des vertébrés. Oui, mais entre une grenouille, une vache et une poule... D'accord, bon, alors parlons de l'insecte.
Quel est cet insecte? Alors, Pourquoi lequel? vous l'avez sélectionné? Le vôtre, parce qu'il y en a qu'un, Donc j'imagine. les nôtres. Vous avez plusieurs? Oui, tout à fait. Ah, je crois qu'il y en avait qu'un. On a 2 scarabées. On D'accord. a donc, le Ténébrium molitor, donc, qui est un grand scarabée, et l'Alphitobus diaperinus, c'est un sacré nom, qui est le petit scarabée. Donc ça, Ténébrium molitor et Alphitobus diaperinus, c'est le nom scientifique de l'espèce. D'accord. Le nom plus classique qu'on Oui. utilise, c'est molitor et buffalo. Ok. C'est les deux noms. Pour une Voilà, petite... c'est ça. Hein, on est d'accord, c'est Pour la un petit, grenouille qui se fait un peu plus c'est grosse ça. que le bœuf. Ouais, Et comment c'est vous l'avez trouvé, sélectionné, celui-là? Alors, ces deux-là ça a été un travail de recherche D'accord. des tout débuts. Oui, c'est la base, j'imagine, quand on ouais. a ce projet. Oui, Ouais, tout à fait. On a fait un. Enfin, c'est pas oui, parce que vous c'est auriez les équipes pu de R&D qui ont fait opter pour le criquet, pour... Ouais, tout à fait. On a regardé, on a toujours. ouais. La mouche, il y a Il y a certaines... la mouche, ouais, enfin même Ouais. les mouches, il y en a plusieurs. Ouais. Les scarabées, il y en a plusieurs. Les criquets, il y en a plusieurs. Il y en a pas mal. Il y a aussi Oui. les blattes. Il y a D'accord. aussi. Ça fait pas rêver, mais... Il y a plein de choses. Ok. Il y a plein de choses. Bah, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'antibiotiques qui ont été découverts chez les blattes. D'accord. Enfin, Ouais, donc ça fait rêver. Chez les cafards, c'est pas exactement les blattes. Mais C'est magique, en tout cas. voilà, en tout cas, c'est très large. Il y a beaucoup de choses à explorer. Et ça a été vraiment un travail de tout début qui pour nous, a abouti au Ténébrium molitor. Les raisons, c'était, la qualité et la versatilité de la protéine qu'on pouvait en sortir. Donc ça, c'est plus une question de stratégie business. Ok. Euh, La rentabilité, tout simplement, de l'insecte ou son... Oui, et puis son usage. Sa productivité, d'accord. Son usage. Chaque Ok. insecte va avoir des propriétés et des usages qui vont être différents. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un seul qui marche. Il peut y avoir plusieurs business d'insectes. Comme il y a plusieurs vertébrés qu'on peut élever et Ouais, ça marche ok. aussi. Enfin, on peut faire du bœuf, du poulet ou de la grenouille et en vivre très convenablement. Enfin, c'est pas un problème, quoi. Donc c'est la même chose. Et nous, notre choix, ça a été de faire cet insecte-là plutôt qu'un D'accord. autre, quoi. Enfin, ces insectes, pour le coup. Et donc celui-là, il a des qualités exceptionnelles de reproductivité, ce qui permet d'être élevé peut-être dans des espaces tout petits. Alors, exceptionnel, c'est toujours par rapport à quoi? Par rapport à un autre scarabée ou une mouche? Ouais, alors pour celui-ce en particulier, ce qu'on aime bien, c'est ce côté, donc voilà, la qualité de la protéine qu'on a à la fin, qu'on sait vendre, qu'on connaît, c'était un insecte aussi qui avait déjà été élevé pendant pas mal de temps, D'accord. notamment par des éleveurs plus artisanaux qui élevaient ça pour faire soit des appâts de pêche, soit pour nourrir les animaux Bien insectivores dans les eaux. D'accord. Donc il y a toujours eu ça. Oui, ça c'est le bon sens, ça. C'était aussi un modèle pour certaines équipes de recherche en biologie. Donc du D'accord. coup, il y avait aussi tout un corpus de savoir D'accord. sur cet insecte-là qui existait déjà. Il y avait une Ça, c'est recherche intéressant. génomique déjà sur le... Alors génomique des bribes, mais D'accord. là nous maintenant on a une cartographie maintenant quasi C'est complète. vrai C'est La plus publication va bientôt sortir. D'accord. On travaille, on a aussi décroché donc en collaboration avec beaucoup de laboratoires un projet qui s'appelle INFABRE récemment. Qui a pour ambition justement de cartographier les génomes, de regarder aussi toutes les souches qui existent. Ah oui, c'est passionnant. à Vous êtes travers des le monde. défricheurs, Enfin, en fait. Ah bah, il y a notre R&D, elle peut s'enorgueillir de vraiment faire avancer la science. Ah oui, c'est sûr. Mais sur- du sur coup, ces la insectes, R&D, elle c'est est chez clair. vous, elle est intégrée ou vous travaillez avec des laboratoires partenaires? Bah, les Comment ça deux. se passe? Les deux, d'accord. Les deux, on a une quarantaine de chercheurs, donc, Oui, il faut chercheurs, 40 personnes. laborantins, etc. D'accord. dans l'équipe. Donc qui est basé... on a maintenant 2 centres de R&D. On a un centre de R&D qui est à Évry, et puis on a un centre de R&D qui est aussi à Ermelo, aux Pays-Bas. D'accord. Donc Évry plus sur Ténébrium, et puis Ermelo Ouais. plus sur... Est-ce que vous avez racheté récemment un compétiteur aux Pays-Bas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Qui était justement lui plus spécialisé sur la nourriture humaine. Et voilà. Et ça nous a permis, bah, voilà, quand on a D'avancer, vu, ouais. quand on a vu la bascule, on s'est dit, bah tiens, c'est peut-être le bon moment de Ouais. se rassembler, quoi. Tu penses que les gens sont prêts? Ouais. Ah oui, c'est Ça pas... y est? Bah, moi, je l'ai vu, en tout cas, les premières conférences pitch qu'on faisait en 2011, quand on posait la question, on va faire des insectes, on avait un éclat de rire dans la salle, quoi. Oui. Voilà. Moi, je trouve toujours que c'est une très bonne idée quand on fait une start-up Bah, d'avoir un bien éclat de sûr. rire dans la salle, ça veut Bien dire qu'on a sûr. touché quelque chose. Surtout quand c'est un éclat de rire amusé, pas Oui, moqueur. pas cynique, ouais. Ouais. Et maintenant, en fait, quand j'en parle, il n'y a pas d'éclat de rire. Ok. Bah oui, évidemment, on mange des insectes. Donc en 10 ans, Ok. ça a complètement changé. Ok. Et quand on fait un sondage dans n'importe quelle salle, on a toujours 100% des gens qui savent que les insectes se mangent et 50% qui ont déjà goûté. D'accord. En gros, on en est là, quoi.
Ok. C'est vrai qu'on en vend sous forme de snack aujourd'hui, on en trouve quand même. Ça commence à rentrer, ça commence à rentrer ouais. petit à petit. Et en fait, si tu voyages un peu, tu en as déjà mangé aussi. Quand l'expérience est pas désastreuse, Ouais. puis quand c'est bien fait, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est la même chose que de manger une crevette ou une moule. Enfin, c'est pas. Y a une crevette à 2 paires de pattes en plus. C'est ça. Qui a déjà regardé une crevette dans les yeux, c'est pas. C'est vrai. Et comment on fait pour demander les autorisations à l'autorité, le FSA, l'autorité de régulation européenne, pardon. Bon, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'ils rigolent eux, ou pas? Alors c'est pas compliqué. Ou c'est complexe? Ouais, c'est pas compliqué dans le sens où c'est fait pour. Après, c'est du travail, c'est beaucoup d'essais, beaucoup de... Qu'est-ce qui vérifie? Beaucoup d'allers-retours aussi. Qu'on est conforme avec la loi et qu'on mette... En fait, l'administration, qu'elle soit française ou européenne, par rapport à la nourriture, ce qu'elle cherche, c'est à protéger les populations. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'il y ait des produits qui soient dangereux, qui rendent les gens malades, qui potentiellement des fois mortels, c'est pas jusque-là, qui les rendent allergiques, toxiques, etc. Donc c'est ça qu'elle veut regarder, c'est est-ce que les populations sont protégées. Donc nous, c'est à nous d'amener la preuve que le produit est apte à être mangé. Okay. Quoi. Okay. Et c'est donc tout cet échange qui se fait, à nous d'amener les preuves que notre produit est complètement OK pour la consommation. Mais ce qui n'est pas évident, parce que encore une fois, tu pars d'une page blanche. Donc, alors, il y a des critères, il y a tout un texte de loi qui existe autour de ça. Mais c'est pas... c'est du travail, ça prend des années. Mais ça se fait, quoi. Faut bosser, quoi. D'accord. Et là, pour revenir à ton rôle plus spécifique, donc, vous avez sélectionné le Molitor et le Buffalo, mais comment on l'élève? Comment on construit ces fermes? Et comment toi, tu as imaginé ces fermes que tu appelles 4.0, si j'ai bien compris, parce que c'est une ferme digitale. C'est-à-dire qu'elle est très robotisée quand même. Ouais, c'est ça. Alors, comment on fait on prend un papier et un crayon. Au début, c'est vraiment ça. Alors, on n'est pas tous très doués avec le papier et le crayon pour dessiner une ferme digitale. On prend aussi son téléphone, son billet de train, et puis on va rencontrer énormément de monde, on va comprendre tout ça. Ça existait déjà? Il y avait déjà des cultures verticales pour les insectes? Tu avais déjà vu des modèles? Alors, à l'époque pas tellement. Les fermes verticales, c'est venu petit à petit. Il y avait déjà les salades, mais... Je sais même pas si on s'appelait Agricool était déjà là? Encore là, déjà là? C'est une bonne question, je crois. Agricool je crois qu'ils sont arrivés après nous. Ils sont arrivés après, okay. C'est 2011 quand même le problème. Ça remonte ça fait un petit moment, ouais. En tout cas, non, ça commençait, il commençait à y avoir 2-3 trucs. Mais toi, comment tu t'es dit, je vais les mettre... D'abord, physiquement, ça ressemble à quoi, une ferme d'élevage de... Alors, tu peux décrire un peu? Ouais, tout à fait. En fait, on a quelle taille? On a 2 grands espaces dans la partie élevage. Et puis, on a 2 espaces qui sont plus dédiés à la transformation des matières premières qui sont issues de l'élevage. D'accord. Voilà. Donc, dans l'élevage, on a une partie qui est vraiment la zone de vie des scarabées. Okay. On serait avec des vaches, ça serait le champ, quoi. D'accord. Et puis on a une partie... Enfin, j'imagine pas que ce soit un espace au sol où ils vivent leur life. Tout à fait. Et on a un espace qui est plus la grange. Donc c'est là où on irait traire les vaches, par exemple. D'accord, ok. Vous avez gardé les noms conventionnels, du coup. Alors on n'appelle pas ça grange et champ. Ah oui, d'accord, c'est juste une image pour moi. Voilà, non, chez nous on appelle ça plutôt... c'est stock et atelier. D'accord, ok. Alors pourquoi on appelle ça stock? C'est parce que en fait on va stocker des bacs qui sont en fait l'endroit où vont vivre les scarabées. Donc nos scarabées, ils vont vivre dans des grands bacs. Donc sur notre ferme d'Amiens, le bac il est un peu plus long que le canapé là, et un petit peu plus large. Ok, parce que j'en ai vu au salon de l'agriculture, mais c'était un mini bac, du coup c'était un bac d'expo, c'était pas... Oui, ok, d'accord. Au salon de l'agriculture, on avait ramené des petits images pédagogiques, on a fait tout un atelier avec des enfants qui a très bien marché. Oui, avec moi aussi, ça a très bien marché, pas que sur les enfants, tu vois. Non, mais je crois 500 enfants qui sont oui, mais c'est épatant en fait. Ouais. Et voilà, donc c'est ces grands bacs-là, et en fait les grands bacs-là, on va les stocker dans des grandes armoires, quoi. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait trouver dans un entrepôt de logistique classique aujourd'hui, quoi. En tout cas, on a récupéré des technologies qu'on a adaptées pour nous, et ça, on l'a fait absolument partout, quoi. D'accord. Donc c'est à la fois la logistique et à la fois le champignon, si je comprends bien, non, c'est ça? Les grosses champignonnières où ça pousse en étage comme ça, ou non, rien à voir?
Oui, non. Non, rien à voir. Non, Non, c'était vraiment la logistique. Oui, non, Les c'est trucs de picking, là. c'est plus, enfin, je sais pas si vous avez déjà vu, c'est des fermes verticales où on élève des salades. Oui, c'est ça, comme Avec agricole. plein de petits Ok, étages. Ok. Ça ressemble à ça, sauf que nous, les étages, on est capable de les enlever pour aller D'accord. dans l'atelier, ou enfin dans la grange, quoi. Où là, on a Là, on élève les 3 vers, étapes. on est d'accord. Donc le stock, en fait, c'est là où on élève Les c'est là où larves. ils vivent. C'est-à-dire que 80% de leur temps, c'est... Il n'y a pas de scarabée. Ils sont à quel Alors, il y a état tout. de leur vie? Il y a Il y tout? a tout. Nous, on fait tout. D'accord. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, oui. Enfin, je vais juste faire l'atelier, puis après, Vas-y. je redécrirai derrière. Parce que sinon, je pense qu'on va perdre tout le monde. Donc, dans l'atelier, on a 3 étapes qu'on fait. Ouais. On a des étapes de tri. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les scarabées, par exemple les larves, elles grandissaient mieux quand elles étaient avec des larves de la même taille. D'accord. Voilà. Donc assez régulièrement, C'est c'est de des l'ordre cohortes. de 1 à 2 fois par semaine maximum. On va remettre en fait les larves de la même taille avec les larves de la même taille. D'accord. Voilà. Ça, vous automatisez tout Ouais, ça? tout à fait. Ah oui. Et c'est- on Ça en passe sur un profite. petit tapis comme les œufs ou je sais pas. C'est exactement ça. Alors on a plein de tapis différents, plein de Ça a l'air tris différents. dingue ce que tu as inventé là comme ça. Alors c'est pas moi. Hein. Ouais. Moi j'avais fait avec Ouais. que d'ailleurs j'avais trouvé l'idée avec justement Henri qui est toujours avec nous, qui était un éleveur artisan, quoi. D'accord. Et qui avait déjà trouvé certaines machines, etc. Ok. Tout ça. Et c'est avec lui, puis avec toute l'équipe d'ingénierie qu'on a petit à petit été chercher les différentes étapes, les différentes machines. On fait des essais-erreurs, des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient pas. Mmh. Enfin là, c'est toute l'histoire de la construction ouais, de nos ouais. usines avec... voilà, on est 300 aujourd'hui, hein, donc Ouais, d'accord. c'est loin d'être... Il y a de la matière grise là. Voilà, Ouais. je serais absolument une exécrable personne de dire c'est mon milieu. Non, j'ai fait partie des premières marches, mais, Ok. mais depuis, ça s'est tellement fait améliorer. Quoi. Ouais. Voilà. Parce que d'ailleurs, vous avez construit une première usine dans le. Rappelle-moi, la première usine, Oui, elle est à dans Dole. quelle région? À Dole. À Dole, Dans le Jura. dans le Jura. C'est Et ça. puis maintenant, vous en construisez une autre, géante, qui est pratiquement terminée ou qui est terminée? Alors, je crois que le chiffre exact aujourd'hui, c'est 64%. D'accord, à 64% à Amiens. Ouais, c'est Donc ça. on est en mai 2022 Voilà. à Amiens et Voilà, elle c'est devrait prévu ouvrir pour quand? ouvrir à la fin de l'année. Alors. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que d'une ferme à l'autre, qu'est-ce que tu as changé à part la taille? Tout. D'accord. Ok. Non, enfin, tout et rien en même temps. C'est-à-dire que, en fait, n'importe quel industriel vous dira que même si on en est à la 100e usine qu'on est en train de construire sur un sujet, on apprend tellement de choses à chaque fois Ok. que chaque nouvelle itération, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui se ressemblent pas, et puis on a compris des trucs, donc on va pas s'amuser à reconstruire quelque chose où on sait qu'il y avait un problème. D'accord. Donc du coup, on va Ok. le modifier. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant dans le monde industriel, enfin moi en tout cas que j'aime beaucoup dans le monde industriel, c'est toute la logique d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fini de s'améliorer, de modifier son usine, de travailler son outil, en fait, parce que une usine, une ferme, c'est un outil de travail, et les gens qui travaillent dedans arrêtent pas d'améliorer leur outil, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment dans l'usine, où l'usine jour 1, elle ressemble pas du tout à D'accord. l'usine Oui, on n'imagine de pas que l'année ce soit un 1, outil 2, très 3. souple en fait, mais il y a quand même des possibilités Alors, d'amélioration. C'est pas souple au sens CTRL Z quand on Mhm, fait un c'est Word, ça. hein, voilà. Mais il y a quand même des capacités d'évolution, on peut faire des investissements, et toute l'usine est organisée autour de son programme d'investissement, de modernisation, de travail, Ok, d'amélioration ok. continue justement. Quand on voit qu'il y a un problème récurrent, on met en place des équipes pour travailler sur le sujet, comprendre d'où ça vient, parce que des fois c'est pas évident. On observe un problème, mais Oui, d'accord. qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. Donc il faut creuser, il faut réfléchir. Et ça, c'est ce qui fait pour moi les malheurs et les joies du travail dans ces environnements. Et les insectes qui vivent dans une très grande densité, dans une très grande proximité, alors je crois Mhm. que c'est une espèce que vous avez sélectionnée justement parce qu'elle aime vivre en collectivité, je sais pas comment il faut dire pour un insecte. Ouais, en fait, Mais c'est est-ce que- c'est un scarabée qui se comporte. Moi, l'image que je prends, c'est un peu comme les bancs de sardines. C'est un insecte qui aime bien être en banc, quoi. Ouais. Donc en grappe, ça s'appelle pour les scarabées. C'est même au point où, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que si on avait une densité qui était trop forte, évidemment, Oui, ça d'accord. marche pas. Mais par contre, dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si on a une densité trop faible, Ils sont ça déprimés. marche pas non plus parce qu'ils ont besoin d'être en banc D'accord, pour se sentir bien. d'accord. Voilà.
Ok, donc il faut bien calibrer. Donc on élève des la bancs de densité, scarabées plus que d'élever d'accord. un scarabée. Quoi. Voilà. Mais ce qui n'est pas le cas de... Enfin, c'est là aussi où la variété des insectes est impressionnante. Il y a des insectes, par exemple, et des scarabées qu'on connaît qui sont la version encore plus grande d'une autre, où, par exemple, le stade de la nymphose, il faut vraiment que chaque nymphe soit séparée Ah oui, d'accord. pour qu'il puisse nymphoser. Et donc ça, typiquement, Oui, c'est pour un, vous, c'est c'est pas possible. c'est un insecte qu'on a écarté, parce Ouais, que c'était ouais, pas, ouais. on n'arrivait pas à D'accord. comprendre comment on pouvait faciliter la manutention de ça. D'accord. Oui, Et parce vous que quand on produisez quoi à quel stade de la vie de l'insecte ou de la larve? Alors tous, c'est-à-dire que on fait à la fois dans l'élevage, on pourrait séparer le cycle de l'œuf à l'œuf Oui. en plusieurs parties, et on fait toutes ces parties-là. D'accord. Donc il y a une partie qui est plus celle de la reproduction, Ok. dans laquelle on va passer des larves aux nymphes, aux adultes. Donc les nymphes, c'est ce qu'on retrouverait dans un cocon pour un papillon. Mhm. Donc ça va être la partie reproduction. Et les adultes vont pondre les œufs qui vont venir nourrir le cycle de croissance. Et donc là, les œufs vont éclore déjà, D'accord. vont faire des petites larves. Ces petites larves vont devenir des moyennes larves, les moyennes des Ah, grosses. ouais. Et nous, la protéine et le gras, c'est les grosses larves qui vont les fournir. Donc Ok. c'est à ce moment-là où on va... Vous prélevez. ouais, et on va envoyer donc, dans notre unité de transformation. Et c'est là où on va extraire ce que je disais au début, la protéine d'un côté et le gras Ok, de l'autre. ok. Ça, c'est nos deux premiers produits. Et tout au long du cycle, par contre, quand je disais tout à l'heure, parce que j'avais dit mes 3 étapes, mais j'ai Oui. pas dit les 3 étapes. Donc, il y a les tris, il y a le nourrissage, c'est-à-dire les nourrir. Mhm. Ah, avec quoi d'ailleurs? C'est principalement du son de blé. D'accord. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour de la graine de blé. D'accord. Voilà, ça pourrait être autre chose, mais en France, c'est vraiment ce qui marche le mieux et ce qui est le D'accord. plus Et facile. ça, vous le récupérez auprès d'agriculteurs meuneries. locaux? Meuneries. C'est les meuneries, en fait. D'accord. Nous, souvent, là où c'est intéressant de s'installer, c'est à côté des meuniers. Oui, ça fait Pas très loin sens. des meuniers. D'accord. Voilà, Et, ok. c'est ça l'idée. C'est nos C'est quelque chose fournisseurs, en fait. qui devenait quoi, du tourteau de leur part pour nourrir les animaux, ou ils le jetaient, c'était un Ouais, déchet? c'est ça. Et du coup, un tourteau, c'est pas un tourteau. Le tourteau, c'est vraiment la protéine. C'était un coproduit Un qui déchet. était utilisé. Oui, voilà. Enfin, Ouais. en agroalimentaire, il y a très très peu de coproduits qui sont jetés. D'accord, C'est on rare. récupère Par tout. contre, c'était utilisé pour des animaux pour qui c'était majoritairement des fibres, justement. Ok, d'accord. Alors que Digestible. c'est ça, c'est ça. Oui, c'est j'ai ça. suivi. C'est bien, c'est bien ça. Et alors que pour nos scarabées, ils savent aller chercher vraiment D'accord. beaucoup de protéines digestes pour le Ok. coup, à l'intérieur. Donc Ok. c'est là où utiliser l'insecte devient super intéressant. Donc ça, c'est la nourriture. Et puis la dernière étape qu'on fait souvent, c'est les étapes de qualité. Donc c'est-à-dire de suivi vétérinaire, de s'assurer que tout va bien. Ah oui, parce que s'assurer ça peut nos tomber insectes vont malade bien, en fait. etc. Il y a Alors, quelques maladies, Tomber malade, c'est très rare. des bactéries En peut-être. fait, s'ils tombent malades, ça veut dire qu'on les nourrit mal. D'accord. Et on les nourrit bien parce que c'est D'accord. notre job. Ouais. Ou une C'est- bactérie voilà. dans justement. Non, alors justement, ça c'était un des autres critères de choix de notre Ouais. scarabée, c'est qu'il était dans toute l'historique d'élevage, etc., qu'on avait, il y avait très peu de mentions de catastrophes dans un élevage parce que tout D'accord. le monde est mort à cause d'une Ok. bactérie. d'une Ça vous est virus, jamais etc. arrivé d'avoir un C'était pas le accident? cas par exemple avec les criquets. Avec D'accord. les criquets ou les grillons. C'était une notoriété publique chez les éleveurs artisanaux qu'on a rencontrés, avec qui on travaillait, que tous les 2-3 ans, Ah oui, ok, il il y avait un épisode un peu comme ce qu'on peut voir avec les grippes aviaires chez les D'accord. canards, où l'entièreté des populations était décimée. Quoi. Ouais, là c'est catastrophique. Ça, on pour l'a vous. pas avec les animaux. Donc ça, c'était D'accord. aussi pour nous hyper important de se dire, on va pas avoir Oui. tous les 3 ans l'élevage qui tombe à zéro. Ah quoi. ouais, tu sécurises un petit peu quand même. Exactement. Ok, et donc comment vous avez intégré les technologies là-dedans en fait, et comme Le vous côté avez... 4.0. Ouais, le côté 4.0, c'est ça. Ouais. Et comment, j'imagine que il n'y a pas de surveillance humaine? Si, il y a une surveillance humaine Ah des si, élevages si. Ouais. En fait, quand on dit que l'élevage est automatisé, ce qui est automatisé principalement, c'est la manutention. C'est-à-dire, on ne va pas porter les grands bacs que je D'accord. décrivais à la main D'accord. à Et l'intérieur trier de l'usine. Voilà. chacun. Donc c'est la manutention vraiment D'accord. qui est automatisée. On a une certaine partie de la qualité de la prise de données, par exemple faire des pesées, prendre des photos pour traiter la photo, puis voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal qu'on va voir sur la photo. Ça, il y a une partie qui est automatisée. Faire de la reconnaissance
Enfin, utiliser les algorithmes, Ouais. les algorithmes d'intelligence artificielle sur les photos, ça marche très très bien maintenant. D'accord. Donc c'est pas, c'est pas. Enfin, C'est pas entraîner l'algorithme, révolutionnaire. ça devait être rigolo quand même, non? Non, c'est très simple. Hein. Très simple. C'est très simple. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est très simple. D'accord. Ça se trouve même sur étagère. Ok. Trop mieux. Vous prenez un développeur, etc. Ça se fait bien. Enfin, ça se fait bien. C'est toujours du travail, c'est des années de développement. C'est un peu de temps quand même. Mais c'est pas. C'est surtout du temps, pas de complexité là. On sait qu'on va y arriver, Ouais, on sait ouais. y arriver. C'est plus. C'est comme, je sais pas, vous développez un nouveau design de table, vous Ouais. savez que vous allez y arriver, c'est du boulot, mais vous allez y arriver, quoi. Enfin, c'est un Ok, peu la même d'accord. chose. Donc ça, on le fait, mais par contre, c'est toujours un outil de travail pour un être humain. C'est-à-dire que penser qu'on peut complètement automatiser le fonctionnement du vivant, pour moi, c'est se mettre le doigt dans l'œil D'accord. jusqu'au fond du genou, quoi. Ok. Il faut toujours qu'il y ait un humain Qu'il y ait qui une soit vigilance, là, ok. qu'il y ait une équipe, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un regard. Par contre, l'automatisation permet de, rendre son job plus sympa parce qu'on a moins à porter des charges lourdes tout le temps, ça c'est clair. Mhm. Et deux, trier entre les cas qui sont de manière quasi certaine ok et ceux qui nécessitent une attention. D'accord. Donc en fait, c'est à ça que va nous servir l'automatisation, c'est Ouais. que l'équipe puisse se concentrer sur là où il y a vraiment besoin de son expertise, plutôt que d'aller vérifier que quelque chose va bien alors qu'on sait déjà qu'il va bien. D'accord. Voilà. Combien il y a de personnes qui travaillent déjà dans la première usine de Dole et qui vont travailler à Amiens déjà Alors sur Dole, on est une cinquantaine, Ouais, et sur Amiens, on va être, je pense, 100, 150. d'accord. Ça, c'est l'équipe de démarrage. Ok. Après, se rajoute dessus l'équipe de... Enfin, c'est l'équipe d'opération. Après, se rajoute dessus l'équipe de démarrage, parce qu'on a plusieurs équipes qui se succèdent. Il y a une équipe de construction, ensuite une équipe de démarrage, ensuite une équipe d'opération. Et après, il y a aussi un côté où un outil de cette taille-là, à cette dimension-là, c'est impressionnant. Enfin, Oui, j'imagine. j'ai été hier, là, donc là, on commence à avoir vraiment les machines qui sont là, les ateliers qui se montent les uns après les autres. Je crois que j'ai fait le calcul hier, j'ai dû monter un tiers de la tour Eiffel en marche D'accord. d'escalier, quoi. C'est quoi, c'est la taille d'un stade? C'est la taille, c'est la taille d'un stade, Quand même, d'un hein. grand stade même, ouais. Donc ça veut dire que quelque part vous êtes en train de faire un job d'industrialisation de cette nouvelle verticale. Il y a un travail de recrutement et de formation, parce que j'imagine que les gens formés n'existent pas aujourd'hui, ce sont des nouveaux métiers. Ouais, c'est ça. Alors, industrie, c'est souvent pris comme un mot un peu dramatique. Pour moi, l'industrie, c'est un des... Oui, mais enfin, pour moi, c'est comme l'atelier, c'est une industrie, Ouais, la fabrique est une bien sûr, industrie. bien sûr. Oui. Non, mais l'industrie, On parle d'usine là ou... l'industrie, c'est aussi un des plus beaux symboles du génie humain pour moi. Enfin, oui, c'est ça. Voir une Industrieux. usine, Léonard de Vinci était c'est industrieux. Oui, tout à fait. Ouais. On parle d'usine, oui, on peut parler d'usine. Nous, on parle de ferme, Oui. dans le sens où on est avant tout des éleveurs. Ouais. Et c'est aussi important de faire attention à ne pas perdre ça de vue. Ok. Parce que on traite du vivant, on ne traite pas des boulons, quoi. D'accord. Donc, il y a alors, toute une, petite parenthèse sur ouais. le bien-être animal, du coup. Bien sûr. Vous y réfléchissez, vous avez... oui. Oui, c'est vrai, vous avez des... En fait, n'importe quel éleveur qui est un bon éleveur, et on veut être des bons éleveurs, on en est, s'il connaît son métier, il se rend compte que le bien-être animal, c'est dans son intérêt, en fait. D'accord. Comment on très élève rapidement. un scarabée en forme? Comment on On élève lui un met de la scarabée en forme? musique, on le masse. Alors c'est très intéressant, hein. Il y a plein de choses qui sont là-dessus. Nous, c'est un sujet de travail continu, parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur qu'est-ce que ça veut dire, voilà, parce qu'on est sur des animaux qui sont très éloignés des vertébrés, hein. Il a une conscience, on ne sait pas, on sait. Alors, en tout cas, il n'a pas une conscience il n'a pas un cerveau Oui. développé comme le nôtre. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de poumon. Il souffre. Il n'a pas de système sanguin. Alors, il a un système nerveux, mais est-ce qu'il souffre au sens Ouais. j'ai une conscience que je souffre, etc. Mhm. Certainement pas. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cortex, etc. Mais c'est quand même vivant, et comme n'importe quel autre vivant. Enfin, c'est Oui, comme, on a respecté. c'est comme une carotte. Carotte, c'est aussi vivant. Il y a de l'ADN dedans, il y a des cellules. Ça reste du vivant, et comme tout vivant, c'est quelque chose qui se respecte. Il ne faut pas en faire n'importe D'accord. quoi. Et en tant que... Avec qui vous réfléchissez à ça, sur le avec bon éleveur, Ouais. c'est- Vous réfléchissez à c'est qui plus sur ces questions-là, avec des philosophes, avec. Ouais, tout à fait. ouais. Tout à fait, avec vraiment tout le
enfin, tous ceux qui sont intéressés à réfléchir avec nous là-dessus. Ouais. Puis aussi beaucoup en interne aussi. D'accord, ok. Enfin, le côté de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quoi. Enfin, Ok, d'accord. ça fait partie du métier, quoi. C'est clair. Alors revenons un petit peu, après cette parenthèse, aux emplois que vous créez. Donc, comment vous recrutez? En plus, ce sont des territoires qui ont été assez sinistrés, hein, les deux où vous êtes implantés, en particulier à Amiens, par le départ des industries. C'était l'automobile là-bas qui était implanté à Amiens, c'était quoi? Ouais, tout à fait. Il y a eu l'épisode Whirlpool là, qui était assez connu. Whirlpool aussi. Ouais. Ça se passe bien. Oui. Donc vous arrivez à recruter, à former, les gens sont motivés. Comment ils vous voient venir? Ils sont passés d'un élevage traditionnel, enfin, d'un environnement traditionnel à un truc avec... quand j'ai vu que... Puisque j'ai lu que vous étiez sur des cubes de 16 mètres de haut, c'est ça? Dans l'usine? Des cubes de 16 Ouais, mètres j'ai lu ça, un gigantesque cube haut de 16 mètres avec des 75 000 bacs. Je sais pas comment... Non, c'est pas ça. Alors, c'est beaucoup plus haut que ça. D'accord, ok. Non, le point culminant, il est à 37 mètres de haut. Donc ça, c'est les stocks. Et les ateliers, c'est 27 mètres. D'accord. Ouais. Oui, donc, on est bien plus haut. C'est Donc, bon, ça a changé leur paysage. Hein. Oui, bien sûr. Alors après, il faut se remettre dans le contexte. Hein. On est vraiment déjà dans une zone industrielle. Donc, il y a plein de bâtiments. D'accord, ok. Voilà. Oui. On n'est pas en race campagne. Alors, on est en race campagne, mais dans une race campagne de zone industrielle. Quoi. D'accord, voilà. ok. Et après, on n'est pas non plus en race campagne. Enfin, on est à 10 minutes en voiture de la gare d'Amiens. Hein. Donc, le centre d'Amiens, il n'est pas loin non plus. Voilà. Et tu dis ça parce que tu vis pas loin, c'est ça? Tu défends ton territoire. Exactement, ouais, c'est tout à fait. Non, sur le recrutement, on a aussi un super accueil par le territoire. Enfin, ça, c'est important à souligner. Autant à Dole qu'à Amiens, il y a la CCI, il y a la ville d'Amiens la métropole ou la communauté de communes qui nous suit vraiment, qui nous mettent aussi des moyens humains pour nous accompagner, pour accueillir les gens qui viennent d'ailleurs sur le territoire pour s'installer, pour trouver une maison, même des fois pour trouver des jobs pour les compagnons ou compagnes des gens qui viennent bosser chez nous. D'accord, ok, donc il y a eu un vrai engouement, accompagnement. Ça, c'est de la valeur, super. Ça, c'est vraiment super, ça marche très bien. On travaille aussi avec le Pôle emploi en local, avec lequel on s'est organisé des sessions de recrutement qui marchent super bien. On a passé des contrats aussi avec des fournisseurs, hein, parce que pour construire l'usine en tant que telle, on a... alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois que c'est 300 à 400 fournisseurs qui travaillent pour le D'accord, projet de donc construction. il y a effectivement les parties prenantes, c'est énorme. Ouais. Et on s'est mis avec eux pour faire en sorte d'aller chercher des profils de réinsertion, etc. De réserver des jobs pour eux et de se mettre ensemble pour recruter. Vous êtes passé très vite de la start-up à la grosse structure industrielle quand même. Alors, très vite, on a quand même mis 10 ans. Hein. Il y a des boîtes qui vont beaucoup plus vite des fois. Mais en tout cas, la taille du projet qu'on fait à Amiens, c'est 50 fois celle du projet qu'on a fait à Dole. Donc, le changement d'échelle nécessite qu'on s'organise complètement différemment. Ça a été un sacré apprentissage aussi, hein. Pas toujours simple d'ailleurs. Ça, c'était nécessaire parce que vous avez des contrats qui font que vous êtes obligé d'aller vite. Des contrats, des structures. On a aussi un shift dans nos métiers où on passe de profils qui sont des profils un peu généralistes comme le mien, un peu touche à tout, un peu couteau suisse, quoi, à des profils qui deviennent hyper spécialisés parce que c'est des enjeux monstrueux et où là où un petit sujet pouvait prendre quelques heures dans la semaine de quelqu'un avant, là maintenant c'est un job à temps plein. Et ça, on l'a sur l'entièreté de la boîte. Donc il y a toute une phase de transition qui se fait de la start-up à la PME, à l'ETI, qu'on est plutôt maintenant. Et puis j'espère très rapidement au grand groupe qu'on va devenir. Et pour en revenir sur un de tes sujets à toi plus spécifique, qui est l'impact, comment tu vois les choses, comment tu vois l'évolution de l'entreprise, comment est-ce que tu vois, par exemple, vous pouvez atteindre des émissions de carbone négatives, comment tu vois le futur? C'est un très bon exemple, ça. Typiquement, les fameuses émissions carbone négatives, ça c'est un sujet de travail parce que non, on n'a pas des émissions carbone négatives. Là aujourd'hui, j'imagine pas. Non, mais on n'est pas un puits de carbone. On a des émissions de carbone. Par contre, ce qui est vrai, c'est que notre solution, elle évite plus d'émissions carbone. Si on voulait faire la même chose que nous, sans nous,
Tu veux dire produire autant on de émettrait protéines? plus, D'accord. on émettrait beaucoup plus, Ok. plus de 2 fois plus que ce que nous on émet. Donc du Ok. coup, ce qu'on peut dire, c'est que D'accord. on Vous êtes évite- économe. Non, mais on évite plus que ce qu'on émet. Ça, c'est clair, on peut le dire. Par contre, voilà, dire qu'on a Dès des que tu émissions produis, négatives, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et c'est pas non plus ce qu'on cherche à avoir. D'accord. Nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est de rentrer dans les objectifs qui sont décidés par le GIEC. C'est pas nous qui le décidons, qui a donné un budget planétaire pour rester sous les 1,5 degrés. Ça, malheureusement, je pense qu'on n'ira pas. Et surtout, rester sous les 2 derrière. Et ça, c'est des trajectoires de diminution de l'industrie en général. Et donc, nous, c'est là-dessus qu'on se cale et c'est là-dessus qu'on va chercher. Donc, c'est pas par rapport aux émissions qu'on a aujourd'hui, par exemple, on n'y est pas encore par rapport à ce que demande le GIEC en 2030. Non, c'est sûr. C'est-à-dire que Loin là, de là. on doit encore diminuer de quasiment 50% les émissions qu'on a actuellement sur notre usine, qui est déjà plus efficace que... Donc, il y a du boulot. Ouais. Alors, mais par contre, ça qui est chouette, donc ça, c'est ce qu'on fait avec en tout cas, qu'on supporte avec mon département et puis qu'on travaille avec tous les autres départements de la boîte pour y arriver, c'est d'avoir un plan clair, net, précis sur comment on y arrive. Et ça, on l'a. D'accord. Donc là, maintenant, on le déroule, on a le plan jusqu'à 2030. C'est ce qu'on a appelé notre business plan en carbone. D'accord. Donc, qui est complètement à côté du business plan qui est financier. On a un business plan en carbone et qui ne répond en termes budgétaires qu'au budget du GIEC. C'est-à-dire que c'est pas une question de c'est quoi les moyens qu'on a et puis on essaiera de faire au mieux. Votre trajectoire, c'est collé au GIEC. C'est lié au GIEC. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a à aucun moment besoin de se référencer à des objectifs financiers pour dérouler la strat. C'est des choses qui marchent en même temps, en fait. D'accord, okay. Par contre, évidemment, il faut aussi qu'on réussisse nos objectifs financiers. Ah oui, vous avez des gros investisseurs derrière qui attendent. Ouais, mais ils nous attendent sur les deux. Attention. C'est la plupart des investisseurs qui nous rejoignent aujourd'hui ou des banquiers qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est surtout les critères environnementaux et écologiques qui comptent et je m'en réjouis. Tant mieux, oui, c'est un vrai changement, c'est assez récent. C'est un vrai changement qu'on a vu aussi dans les mentalités générales. Alors, il y a des précurseurs qui étaient déjà quand on a commencé, clairement, qui étaient avec nous d'ailleurs. Mais là, je vois vraiment le changement global, quoi. Et ça, c'est chouette. Ouais. Gabriel, j'adorerais converser avec toi encore des heures. J'ai encore plein de fiches, plein de questions. Mais le temps tourne et j'ai la petite dernière question. C'est la question Donut. Okay. Elle est très simple. Si tu n'avais pas fait Insect, qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Ou quelle est la boîte aujourd'hui qui te fait le plus rêver? Où tu te dis ça, c'est l'idée du siècle, j'aurais adoré. Si j'avais pas fait Insect, je pense que j'aurais fait Charpentier. D'accord. C'est peut-être en cours. D'accord, ok. C'est peut-être un projet pour après ou pendant. Ouais. C'est quoi le travail de tes mains? Un des prochains défis de la boîte, ça va être de réussir à construire des bâtiments qui utilisent beaucoup moins de béton acier. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Ouais. D'accord. C'est rare de converser avec un vrai bâtisseur. Je suis vraiment ravie de t'avoir eu aujourd'hui. Avec plaisir. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Je vous dis à vendredi prochain. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien louper de nos interviews. Likez, commentez, partagez. Merci à Rodolphe Muller, à Big Success, toute l'équipe de Top Talent, Orlade, Marine, William. Merci à Coco au maquillage et à nos partenaires By Charlot, Courbet, Panafrica et Douce les Donuts. Au revoir. Au revoir.